malgré son récent passage chez le pape de l'Église catholique, il a créé, ou il est devenu, le système qui refuse Dieu et qui combat même Dieu. Et le fait que son système à lui ne veut pas de Dieu, et le pays sur lequel il règne est un pays qui est condamné à la mort. Le deuxième élément de son système, c'est un système qui n'aime pas l'homme, l'homme ou la femme. Cela s'entend bien sûr. Aussi bien l'homme du Nord ou la femme du Nord que l'homme ou la femme du Sud. Vous êtes sur R7 et nous sommes en train de continuer le procès, le grand procès. Une société qui n'est pas jugée est une société qui va, en fait, tout droit vers la ruine. Il faut que le jugement vienne secouer les racines d'une société pour qu'elle soit toujours renouvelée. Alors aujourd'hui, je voudrais vous annoncer une chose qui me paraît importante. Et cette chose qui est importante, qui va peut-être surprendre beaucoup de personnes, c'est celle-ci. Sassou n'est pas mon ennemi. Quand je lis, j'écoute beaucoup d'adversaires de Sassou, quand j'écoute beaucoup de personnes révoltées, mais même quand j'écoute les complices de Sassou, tout le monde focalise toute l'attention et toutes les forces sur Sassou. J'ai envie de dire, une fois que j'ai qualifié Sassou, je l'avais dit, vous vous rappelez, Timpumbulu, c'est vraiment, c'est même pas mécréant, c'est plutôt un criminel qu'il est. C'est important que je le qualifie. Mais cette société qu'il a créée au Congo est mon ennemi. Le système qu'il a mis en place est mon ennemi. Cette vie dangereuse qu'il a créée, c'est contre cette vie-là que je me bats, contre ce système que je me bats. Je me bats de manière visible, comme je me bats aussi sur les sphères qui sont des sphères qui maintiennent le Congo en esclavage. Donc, il est important de voir cela. Je n'ai pas dit pour autant que je ne me bats pas pour trouver des solutions pour que Sassou parte. Je veux qu'il parte. Mais si nous mettons la focale uniquement sur Sassou, nous ne construirons même pas de société ou de contre-société à la société qu'il a laissée ou qu'il est en train de laisser. Si nous
en tout instant, nous ne sommes là que pour répondre à Sassou chaque fois qu'il respire, chaque fois qu'il se lève. En fait, nous allons entrer dans son système à lui. Or, c'est ce système qu'il faut combattre. Qu'est-ce qui est caractérisé par ce système? La première chose, malgré son récent passage chez le pape de l'Église catholique, il a créé, ou il est devenu, le système qui refuse Dieu et qui combat même Dieu. Et le fait que son système à lui ne veut pas de Dieu, et le pays sur lequel il règne est un pays qui est condamné à la mort. Le deuxième élément de son système, c'est un système qui n'aime pas l'homme. L'homme ou la femme, cela s'entend bien sûr. Aussi bien l'homme du Nord ou la femme du Nord que l'homme ou la femme du Sud, de l'Est ou de l'Ouest. Ceci est capital à comprendre, même politiquement, c'est vraiment un point qu'il faut bien mettre en tête dans le combat, dans tout combat. Que l'homme au Congo n'est pas aimé. C'est ce qui fait que l'homme au Congo, je crois qu'il y a des gens qui ont, sur les écrits, il y a des gens qui ont fait que Sassou a tué ou fait tuer plus de 300 personnes. Mais il y en a qui vont même jusqu'à 3000 personnes. C'est-à-dire que l'homme n'est utile que lorsqu'il est au service de ses intérêts à lui. Donc, l'homme n'est pas un ami de Sassou. Et Sassou ne fait pas de l'homme son ami. Tout homme est son ennemi. Et donc, vous voyez un système qui n'aime pas Dieu, qui refuse Dieu malgré les apparences. Un système qui refuse l'homme, la femme, l'enfant au sein du Congo. Chez certains, surtout parmi les populations dites du Nord, il agit par ruse. Chez les autres, il va agir avec volonté préméditée de détruire et d'installer le crime comme moyen de vie et de survie. C'est ce qui a amené d'ailleurs Okemba, qui a prononcé une parole qui sera peut-être inscrite sur sa tombe, un épitaphe. Nous avons tué, et le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Et
ebe yedo kondi yingi yedi bisi ta le nord va morado ko lo jemala ko va mwaka ado pere abia ngani ndenge ya abisi le do otumba bio pele ya le pour le peu venir ma avoir bon vous savez bisi le si ojo buru saba ale yo jo bate oh là là morado pe même de bisita moi no ba bene ma kakaka ma be langalika mo vinelande moradi asi po a quoi le po be. C'est bien de le mettre ça, que ça tombe. Parce que comme ça, il verra comment le ciel tombe sur les gens qui sont des criminels. Le troisième élément, c'est les intérêts. Sassou a eu la grâce qu'il y a des accords sur lesquels on reviendra, a eu la grâce de faire que tous les intérêts du Congo entrent dans ses comptes. Ses comptes à lui, mais aussi le compte de ceux qui soutiennent ce pouvoir. Vous avez entendu parler de Panama Papers, mais il n'y a pas que cela. Toutes les informations qui seront livrées donneront lieu à des enquêtes des services fiscaux et à des procédures judiciaires. Nous avons voulu, la France, depuis plusieurs années, être à l'avant-garde des mouvements au niveau international pour plus de transparence, pour moins d'optimisation fiscale et pour la lutte contre le blanchiment. Et donc, se sentant pratiquement flotter dans l'argent, cet argent qui aurait dû rendre heureux les Congolais, il est entré dans cette logique que tout ça, c'est à moi. Une logique gourmande, mais je dirais aussi une logique criminelle. Et le troisième et dernier point, c'est un système maintenu par la corruption. Et cette corruption, elle fait que le pays n'a pas de règles. Le pays n'a pas un avant et un après. Que le pays n'a pas l'intérieur et l'international. L'international du Congo, c'est la corruption. Top 20 des pays les plus corrompus d'Afrique en 2022. La corruption érode la confiance, affaiblit la démocratie dans les pays d'Europe, d'Amérique et les pays les plus corrompus d'Afrique. Ceci entrave le développement économique et intensifie davantage les inégalités, la pauvreté, la division sociale et la crise environnementale. Sur tout le continent africain, la corruption est alimentée par un certain nombre de facteurs tels que l'instabilité politique institutionnelle et diverses formes de défis sécuritaires causés par les conflits violents. Transparency International utilise l'indice de perception de la corruption pour classer les pays du monde entier sur une échelle de 0 à 100, 0 étant le plus corrompu et 100 le moins corrompu. L'indice suit la corruption du secteur public dans le monde depuis 1995. Le dernier rapport de l'IPC a montré que le score moyen de l'indice en Afrique est de 33, soit le plus bas du monde. 1. Le Sud-Soudan. Ce pays a un score d'indice de perception de la corruption de 11, le plus bas du monde.
2. La Somalie. Ce pays a un score d'indice de perception de la corruption de 13. 3. La Libye a un score d'indice de perception de la corruption de 17. 4. Le score d'indice de la perception de la corruption est de 17 en Guinée équatoriale. 5. La République démocratique du Congo. La RDC a un score d'indice de perception de la corruption de 19. 6. Le Burundi. Ce pays d'Afrique de l'Est a également un score d'indice de perception de la corruption de 19. 7. Le Tchad a un indice de perception de la corruption de 20. 8. Le Soudan a un score d'indice de perception de la corruption de 20. 9. Les Comores. Le score de l'indice de perception de la corruption de cette nation insulaire est également de 20. 10. La Guinée-Bissau a un score d'indice de perception de la corruption de 21. 11. Le Congo. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 21. 12. L'Érythrée a un score d'indice de perception de la corruption de 22. 13. Le Zimbabwe, l'indice de perception de la corruption est de 23. 14. Le Nigeria. Le pays le plus peuplé d'Afrique a un indice de perception de la corruption de 24. 15. La République centrafricaine a un score d'indice de perception de la corruption de 24. 16. Pour la Guinée, l'indice de perception de la corruption est de 25. 17. Le Mozambique. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 26. 18. Le Madagascar. L'indice de perception de la corruption est de 26. 19. L'Ouganda. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 27. 20. Le Cameroun. L'indice de perception de la corruption est de 27. Ça dit que le Congo, depuis le premier jour où Sassou, je crois que c'est en 1997, a accédé au pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un changement. C'est le chaos. Le Congo n'a pas une programmation. Le Congo vit dans le chaos. Et en fait, pour vivre au Congo, on est obligé d'entrer dans le chaos. Je suis né ici, mais j'ai dû le quitter parce que des êtres médiocres ont accédé aux combines du pouvoir. J'ai dû quitter ce pays pour sauver ma vie parce que des êtres médiocres accédant aux combines du pouvoir ont mis en péril la vie de cadres formés au niveau le plus élevé de l'université, qui sont rentrés au pays pour se mettre au et qui ont dû fuir en face de ces êtres médiocres. 25 ans après, je rentre et je trouve ces mêmes êtres en face de moi, prêts à dicter au peuple toujours la même médiocrité, toujours le même goût du crime. Et ça, c'est insupportable. Parce que pour avoir un diplôme, il faut corrompre. Un policier qui t'arrête, pour qu'il te libère, il faut le corrompre. Un juge qui règle une affaire au tribunal, il faut qu'il soit corrompu pour qu'il te donne raison, même si c'est toi qui as raison. Un ministre qui doit travailler au nom de la nation, il faut qu'il soit corrompu. Et ainsi de suite. Alors, je crois que ces éléments sont vraiment importants à garder en mémoire. C'est un pays qui n'a pas Dieu à la tête. C'est un pays où l'homme n'a aucune valeur. C'est un pays qui ne fonctionne qu'avec le chaos. Et pour y vivre, il faut être dans le chaos soi-même. Et c'est un pays où les intérêts qui devaient être les intérêts de tout le monde sont, comme on dit, néo-patrimonialisés. C'est-à-dire que sont devenus les intérêts de Sassou et de son clan.
Ceci doit permettre d'établir comme une grille pour l'action qu'il faut mener. Maintenant, demain et une fois ce pouvoir renversé. Maintenant, si l'attention n'est plus focalisée sur Sassou, nous allons constater les dégâts. Comme on dit souvent, Sassou est devenu l'arbre qui cache la forêt. Le jour où on va tuer cet arbre, le jour où on va faire tomber cet arbre, et donc, au lieu d'attendre ce jour, je vous invite, j'invite chacun de nous à commencer déjà à constater la forêt. C'est-à-dire, partout où le même système a fait des petits, s'est développé. C'est vrai que c'est devenu tellement une noyade. On est noyé dans tout cela. Qu'en réalité, pour même dire, mais à quoi ça va servir? À quoi ça sert? Eh bien justement, cela servira de clinique, de constater sont les pathologies, sont les maux, de quels maux on souffre. Il y a beaucoup qui connaissent bien de quels maux nous souffrons. Et il faut en arriver à les recenser. Parce que je pense que si tu ne connais pas la pathologie dont tu souffres, si tu n'interroges pas ou si tu n'es pas interrogé pour qu'on sache de quel mal tu souffres, il n'y aura aucun médicament qui te sera adapté. On a besoin, dans l'étape actuelle, de savoir où s'est développé le système de Sassou. Et cela enlèvera aussi l'angoisse de se dire, mais il est en train de préparer la place de son fils. Il est en train de se dire, c'est comme si on est conduit, notre vie est conduite par ce que Sassou envisage de faire. Or, en réalité, non. Notre vie doit être conduite par le constat de tout ce qu'il a semé pour trouver le moyen de commencer à couper ces arbres-là, s'il le faut, à la racine. Prenons par exemple le problème majeur du pétrole. C'est un problème que moi j'appelle beaucoup les gens, les hommes et les femmes qui sont doués dans ce domaine, comme je crois notre expert Mabusu, notre expert Mabusu, mais qu'il ne soit pas seul, pour qu'il nous éclaire. Une fois, je me rappelle, je vais me dire, il faut publier, pour qu'il nous éclaire, pour savoir quel est le circuit que prend notre pétrole et où va l'argent une fois qu'il est récolté, ou une fois que cet argent est versé. Je crois que les catholiques avaient lancé une campagne
si j'ai bonne mémoire, elle disait déclarez ce que vous payez. Mais en réalité, il n'y a pas que cela qu'il faut déclarer. Il faudrait que ce qui est payé soit déclaré. Il faudrait que nous travaillions sur ce qui n'est pas payé à la bonne personne. C'est-à-dire ce qui devrait revenir au Congo pour que le Congo vive normalement. C'est la seule source que nous avons, la seule source d'argent. Évidemment, il y a d'autres comme le bois, comme beaucoup d'autres choses, mais la source principale, c'est celle-là. Et il nous faut décortiquer cela. Il nous faut, pendant que Sassou se croit à l'abri, que nous arrivions à toucher exactement les nids dans lesquels la richesse du Congo est enfermée. Et cela est important parce que ces nids existent, parce que de plus en plus, il y a du relais international, parce que de plus en plus, il y a des moyens d'arriver à connaître où sont les revenus qui devraient être les revenus du Congo, des Congolais. Ce travail, s'il a été fait, moi je ne le sais pas, mais je serais heureux de l'apprendre. Mais il faut le faire. Et j'ai soulevé et je me suis beaucoup investi dans l'histoire des terres. La fièvre est retombée. Les gens ont le sentiment que cette histoire est, je dirais, s'est calmée ou qu'elle n'existe pas et pour plus. C'est ce que les Sassou veulent faire. Ils veulent renvoyer à demain les malheurs dans lesquels le Congo de demain va plonger. Parce qu'il y aura des expropriations, parce qu'il y aura des véhémences. Je vous avais dit qu'à l'époque où Mobutu entrait dans ce piège-là, il ne savait pas que des années après lui, que le pays serait vraiment en danger et que les Congolais, nos frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, nous avons des amis et des sœurs dans ce pays, que les Congolais deviendraient des esclaves d'un petit pays, le Rwanda. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a l'oubli. Là aussi, ça fait partie du système. Le système a toujours fonctionné dans l'oubli. On tue Mwabi, on tue Biéinda, on tue Massamba Deba. Et des années après, c'est le même qui va à Rome, ou plutôt en Guinée-Bissau, pour faire l'éloge de Ngouabi, Marie Ngouabi. Si ce n'était pas très grave, on dirait c'est l'hôpital qui s'occupe, plutôt qui se moque de l'hospitalité. Je crois que c'est comme cela que les choses sont dites. On travaille sur la mémoire. Qu'est-ce qui fait que les Congolais, à un moment donné, sont lassés? Mais plus que lassés, sont angoissés. Mais plus qu'angoissés, sont terrifiés à tel point qu'ils lâchent prise. C'est comme si des crimes qui se commettent tous les jours deviennent normaux. C'est cette banalisation qu'il faut regarder. Cette banalisation, elle enferme tous les Congolais
Même quand on a vendu sa terre, à un moment donné, on va dire, ah, ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce qui est donc grave? Et il y a aussi ce jeu de la corruption des relais internationaux. Je me rappelle, j'étais dans un grand cabinet de Paris où un avocat d'origine russe parlait du sac à argent de Sassou Nguesso. C'est-à-dire, quand il se déplace, il met beaucoup d'argent, des billets. Et donc, quand il va aux réunions, tout le monde sait qu'il va sortir de l'argent pour corrompre. Donc, il y a comme cela des nids de chaos qui font que le Congo n'existe pas. Et lui, ces nids, il en fait son système. Et il est assuré que à tous les niveaux, même au niveau de la CPI, il peut glisser de l'argent. Mais lui, il est là. Mais nous devons suivre ce système pour que ce qu'il croit être ses fidèles amis, nous arrivons à les avoir, à les voir. Et si nous entrons comme cela dans ce système, nous arriverons à ce que ceux qui se croient rois se découvrent un jour le roi nu. Il y a des hommes et des femmes qui sont devenus les marchands de ce système, selon qu'ils sont ministres, selon qu'ils sont des défenseurs de ce système, selon qu'ils se nourrissent par ce système. Ces hommes et ces femmes doivent apprendre à craindre l'avenir. Parce que un système comme celui-là, qui s'est fondé sur la vie d'une personne, est en train de s'effondrer. Et si bien que les garanties qu'ils avaient, ceux qui sont les véritables artisans de ce système, les garanties qu'ils avaient se sont effritées. Alors, si ces hommes et ces femmes sont des hommes et des femmes intelligents, le temps est arrivé pour eux de pouvoir regarder cette maison qui tombe et qui tombe par la porte. Ne les enferme pas, ne les mette pas en danger. C'est important pour eux. Mais aussi c'est important que eux prennent conscience de la responsabilité qui est la leur. Est-ce que nous allons les laisser en paix? Je ne crois pas que ce soit cela qui doit arriver, qui doivent arriver. Ils doivent répondre de leurs responsabilités. Il faut des procès, à moins qu'il y ait des dénonciations personnelles. L'exemple de l'Afrique du Sud nous a beaucoup enseigné. Je ne dis pas que ça s'est arrangé là-bas. Je ne fais pas l'apologie de cela. Mais le modèle qu'ils ont mis en place
devenu un modèle juridique qui fonctionne à travers le temps et l'espace. Le fait de dire soi-même, de comprendre soi-même que nous avons mis en danger un peuple et que nous pouvons trouver des solutions avant qu'un tribunal ne se prononce. Et la solution à la fois responsable, mais aussi la responsabilité, la fonction, la solution, pardon, de justice sociale. Parce que si le Congo, quel que soit l'avenir qui se donne, si le Congo ne punit pas ces personnes, ministres ou quel que soit le niveau, y compris lui-même, Sassou, si au renversement de ce système, le Congo ne punit pas, eh bien, mes amis, soyez sûrs que ce chaos va devenir le système de fonctionnement du Congo, d'année en année. Mais si le Congo honnêtement tranche, si le Congo honnêtement décide, et si le Congo, en dégageant des responsabilités, sanctionne, le Congo sera sauvé. Et il est important cela de le comprendre. Il est important aussi de comprendre que nous avons à regarder, à checker dans la nuée des relations que le Congo a entreprises. Dans la nuée de ces relations, il est important d'arriver à dire ça va, ça va pas. Tel partenaire va, tel partenaire ne va pas. Que les partenaires comme Total, comme Elf, comme d'autres aussi, qu'on puisse avoir le courage de les interpeller. Vous savez, tout ce système que la France a semé à travers toute l'Afrique, toute l'Afrique dite francophone, est en train d'être remis en cause partout. J'ai suivi la dernière fois une prise de position du président Bassirou. Et quand on connaît la place que la France a eue dans ce pays, c'est des discours qu'on ne pouvait jamais supporter. Et maintenant, c'est des discours supportables. Parce que la France n'a plus de poids dans les relations internationales. Et donc, plus que jamais, le moment est arrivé où nous devons cesser d'avoir peur de la France. Cesser cette terreur par rapport à la France. C'est le moment où nous devons aussi checker réellement les produits qui sont sortis du Congo. Je sais que personne ne contrôle toute la quantité de pétrole qui sort du Congo. Personne. Mais il n'y a pas de pays au monde qui accepterait cela. Il faut que nous prenions le courage à deux mains. Et en étant associés, comme je vous ai toujours dit, d'avoir une main d'association, nous arriverons ou à nationaliser des produits ou à demander la vérification internationale de ces livraisons, à demander véritablement le prix auquel on a vendu et ce qui a été fait des recettes obtenues. Tout cela, c'est maintenant que nous devons les mettre en place. Et nous le mettrons en place et nous y arriverons
D'autant que nous sommes en train de comprendre que le vrai procès n'est pas contre Sassou. On le fera, bien entendu. Mais c'est contre ces agents ennemis, Total, et ainsi de suite. Quand j'en parle, souvent les gens me disent « Mais tu n'as pas peur pour ta vie ?» Vous savez, hein, quand tu aimes vraiment ton pays, c'est pas la peur qui l'emporte. Mais c'est la vie que le pays doit avoir. Toujours dans cette approche-là, beaucoup de personnes ont peur de dire la vérité par rapport à un génocide comme celui de l'Ali. Beaucoup de personnes n'osent même pas écrire. Moi, j'envisage de produire, selon la grâce de Dieu, un film sur ce génocide de l'Ali. Parce que ce qui a été fait au Congo est grave, est tellement grave que nos enfants nous demanderont des comptes. Est tellement grave que la communauté internationale un jour nous demandera des comptes. Qu'est-ce que vous avez fait? Et si nous nous attachons, nous attelons à cela, à ce génocide. Le terme génocide vient du grec géno, race, espèce, et cide, tuer. Il a été créé en 1944 pour désigner l'extermination systématique des Juifs par les nazis. Selon la Charte universelle des droits de l'homme de l'ONU, le génocide se définit comme l'élimination systématique, organisée et planifiée d'un groupe de personnes. Il est perpétré contre un groupe en raison de sa race, de son appartenance ethnique, de sa nationalité ou de sa religion. À le mettre en lumière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'avais écrit sur ce génocide, je les ai comptés, ils se sont envoyés une délégation de 100 personnes pour venir s'expliquer devant les Nations Unies à Genève. Que je laisserai présenter à Jean-Claude, qui sera le modérateur, en particulier le docteur Kounkou, avec qui nous sommes en contact depuis maintenant quelques semaines. Un sujet qui n'est pas connu ici en Europe, en tout cas personnellement c'est la première fois que j'en entends parler, qui suscite beaucoup d'intérêt, si je puis dire, puisque dans 2 jours on accueillera 2 ministres du Congo pour venir apporter un autre angle de vue sur cette question. Mais enfin, ça veut dire que votre conférence de presse a suscité de l'intérêt et des réactions, y compris au niveau gouvernemental. Donc pour nous aussi, ici au Club Suisse de la Presse, je trouve que c'est important que vous puissiez vous exprimer. Justement, c'est un peu un lieu de liberté d'expression. Donc on est content que vous ayez pu faire cette conférence, puisqu'on avait dû l'annuler. Maintenant on a pu la remettre, la refaire. Donc je crois que c'est très bien. Et puis que Genève, qui est attachée justement aux droits de l'homme, à la liberté d'expression, puisse être aussi le lieu et l'occasion d'exprimer des points de vue, même si, et comme le veut notre tradition, je vais vous faire signer notre petit livre d'or. Enfin, il n'est pas si petit que ça. Et puis après, je laisserai donc à Jean-Claude le soin de présenter et d'animer la présentation. Et juste pour le relais. Merci beaucoup.
Chers amis, bonjour. Chers conférenciers, bonjour. Je suis Jean-Claude Miangwaila, je suis journaliste, chroniqueur pour Opinion Internationale. J'ai accepté favorablement d'assurer la modération de cette conférence lorsque j'ai été sollicité par Maître Dominique Kounkou. C'est toujours avec une grande émotion que je reviens à Genève, une ville où j'ai passé, je crois, les 10 plus belles années de ma vie. Donc c'était avec beaucoup de remerciements que je salue le Club suisse de la presse de nous recevoir ici, ainsi que l'État de Genève, de nous permettre de nous retrouver ici pour discuter de cet ouvrage sulfureux qui s'intitule « Le génocide des Laris au Congo », qui a vu son interdiction prononcée par le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice du Congo, donc, qui a interdit l'ouvrage sur toute l'étendue du territoire du Congo-Brazzaville. Donc on se demandera si ce fait-là n'est pas un premier indice de culpabilité. Je vous laisserai le soin de nous le démontrer. Nous allons excuser aujourd'hui les absences de M. Benjamin Moutsila et de M. Kibembe qui, pour des questions logistiques, n'ont pas pu être parmi nous. Mais nous avons la chance d'avoir 4 fabuleux intervenants avec nous. Maître Dominique Kounkou, l'auteur de l'ouvrage, qu'on ne présente plus, docteur en droit international public. Madame Chantal Malion, chercheur en innovation sociale, qui est aussi fondatrice d'une organisation à but non lucratif dont l'objectif est de permettre de valoriser les initiatives locales en Afrique afin de favoriser le développement. Vous êtes aussi chef d'entreprise, Madame Chantal Malion, directrice de presse au Canada et auteur de plusieurs ouvrages. Vous habitez aux États-Unis. Nous avons sur la droite de Maître Kounkou, nous avons Dr Masengo Athanase Modeste, plus connu sous le prénom de Modeste, qui est vice-président de la Fondation Lari, qui était gynécologue obstétricien basé en Guadeloupe, aujourd'hui à la retraite, premier médecin militaire du Congo, formé en France, et il nous fera part de ses opinions aussi aujourd'hui, compte tenu de l'ouvrage, et il nous donnera aussi quelles ont été les raisons de la création de la Fondation Lari. Enfin, pour le dernier et non des moindres, nous avons la chance de recevoir M. Christian Cotten, véritable trouble fait de son état, psychosociologue, président de partis politiques et d'associations pour politique de vie. M. Christian Cotten œuvre essentiellement dans la défense des droits fondamentaux. Il est écrivain et conférencier. Donc, chers intervenants, merci de nous faire part de votre présence ici. Donc, j'ouvre les débats en donnant la parole à... Je crois que je vais donner la parole à Christian Cotten pour commencer, s'il vous plaît. Bon, ok. C'est légèrement à froid, mais tout va bien. Bonjour, bienvenue. Merci d'être là. Il se trouve que la vie m'a conduit d'aventure en aventure à rencontrer, il y a une bonne dizaine d'années de cela, Maître Dominique Kounkou. Nous commencions à l'époque à travailler sur ce que j'appelle une poubelle d'État à Paris. Aucun rapport avec le Congo, encore que. Et il y a quelques semaines, mois maintenant, de cela, il a commencé à me sensibiliser à ce sur quoi il travaillait avec d'autres amis, à savoir la problématique des violences au Congo. Alors moi je débarque un tout petit peu dans le dossier du Congo, encore que, pas tant que ça, mais j'écoute beaucoup de choses, je rencontre beaucoup de monde, j'écoute attentivement quantité de discours, je lis beaucoup. Et il est vrai que lorsque Dominique a sorti son livre, je me suis dit, oula, il y va très fort. Mais la vie m'a appris que face aux violences, si l'on était effectivement dans l'amour de la paix, il fallait aller chercher la force du droit pour dire stop aux violences. Et c'est ce que fait Dominique. C'est ce que fait Dominique. En retour de cela, il y a quelques semaines, fin octobre, le 22 octobre, je crois, exactement, il se prend gentiment dans la figure un retour de bâton suite à l'édition de son livre.
avec une conférence de presse un peu musclée du ministre de la Communication, Thierry Mungala, du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur du Congo. Là-dessus, Dominique n'est pas très content de ce qu'il entend et me dit « S'il te plaît, est-ce que tu veux mobiliser un avocat et puis préparez-moi une assignation en retour des énergumènes qui m'insultent et m'injurient ». Alors c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Quand Dominique me demande ce genre de choses, je m'attelle à la tâche. Puis je suis allé chercher un petit peu d'informations pour comprendre. Et puis j'ai repéré effectivement un historique de violence assez lourd, même très lourd, avec des articles de presse qui sont plutôt indiscutables, du genre Radio France Internationale en 2016, en 2017, un rapport de l'Observatoire congolais des droits de l'homme qui dresse un tableau très sombre de la situation des droits humains dans le pays, le Congo donc, estimant que 2016 a marqué une régression totale en la matière, avec des nombreux cas de torture, d'arrestation et une augmentation inédite, selon l'Observatoire, du nombre de prisonniers politiques, etc. En 2017, toujours en mars 2017, le département d'État américain qui publie un rapport sur les droits de l'homme au Congo-Brazzaville, avec un constat alarmant, la quasi-totalité des droits fondamentaux protégés par les traités internationaux, la Constitution et le Code de procédure pénale ont été violés en République du Congo. Avec 40 pages de rapport, les faits sont énumérés, bruts, sans commentaire ni interprétation. Alors, évidemment, on va reprocher à Dominique Kounkou de faire une interprétation et puis de mettre un gros mot sur des faits qui, eux, sont là, que Dominique décide d'appeler génocide. Alors c'est ça qui fait débat et qui, semble-t-il, provoque beaucoup d'émotions du côté du gouvernement congolais. Une seule. Rappelez-vous aussi les conférences qu'ils avaient faites au Congo. Rappelez-vous le fait que mon livre, tout petit livre, est encore interdit au Congo au moment où je vous parle. Donc, ça signifie que nous avions touché un levier de la justice qui est très, très important. Mais faisons un autre pas. Diffusons internationalement à travers un film ce que c'est que ce génocide. Et vous verrez que l'arbre va commencer à tanguer. Même les agents internationaux qu'il a pris l'habitude de servir avec son sac d'argent vont commencer à s'éloigner. Et vous voyez, donc, entrons comme beaucoup de peuples sérieux dans le monde sont entrés en résistance, en véritable résistance. Moi, s'il plaît à Dieu, je sais que l'argent pour produire ce film, je l'aurai. Mais, comme on dit, un seul doigt ne lave pas le visage. J'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous vous levez, même discrètement, même de nuit, même nuitamment, pour dire que moi j'ai besoin, moi je peux apporter quelque chose. Souvent c'est toujours l'argent. Ah, mais il n'y a pas d'argent. On va trouver l'argent. Maintenant, qu'est-ce que toi tu peux apporter dans cette entreprise pour que ce film ait un rayonnement international? Je pense qu'il y a déjà beaucoup d'images, beaucoup de témoignages qui existent. Beaucoup de témoignages sont présents même en dehors du Congo. Mais est-ce que tu sais, toi qui as ce témoignage-là, que tu détiens une arme puissante dans ce monde, surtout dans ce monde des réseaux sociaux? Donc, il faut que tu entres dans ce projet.
par notre télévision, vous pouvez laisser un message. Et ce message, le traiterons avec beaucoup de sérieux. Et il faut que nous apprenions à comprendre que des choses comme le génocide et l'ARI, c'est une arme puissante. Donc, traitons ce génocide. Et nous renverserons celui qui en est l'auteur. Si déjà à l'époque, le livre suffisait pour le mettre dans tous ces émois, si aujourd'hui nous en faisons un film, aujourd'hui, vous allez le voir sauter par la fenêtre de la nation congolaise, s'enfuir. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas de mettre toute son énergie sur ce que ça soit fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a raconté, mais travaillons en profondeur, travaillons en souterrain, manifestons la vérité sur ses crimes à lui, la vérité sur les crimes économiques, la vérité sur un crime qui a été suffisamment mis en lumière jusqu'à l'ébranler totalement. Le nombre de délégations, et je crois que j'en ai mis même les noms dans mon livre Le sang et l'or du génocide, et vous verrez que vous serez étonné par le nombre de personnes qu'il avait envoyées à Genève, uniquement parce que je faisais une conférence là-bas, et uniquement parce que, de par ma conférence, le Congo était mis en cause. Et bien, cet angle mort du système, il est temps de pouvoir l'exploiter. Il est temps de pouvoir aller jusqu'en profondeur, bien laver, et je trouverai, s'il le faut, même un réalisateur. S'il y en a qui peuvent le faire, j'en serai heureux. On trouvera les moyens de pouvoir les payer. Mais si vraiment le film est bien tourné, il va devenir un best-seller international. Et d'autant qu'actuellement, il y a encore des personnes qui sont en forêt au moment où je vous parle. Mais c'est vers cela que nous devons aller. Et non plus faire la publicité. Il a fait ça, il a fait telle chose. Toutes ces magouilles-là, j'ai envie de dire, ça ne m'intéresse plus. Elle m'intéresse. Ce qui m'intéresse le plus maintenant, c'est comment aller en profondeur pour que le chaos congolais choque le monde entier. Pour qu'il n'ait plus le courage de se déplacer, même le courage d'aller faire du discours, ou le courage d'aller faire la courbette au pape. Il faut que nous entrons dans le vrai système. Et il y a aussi autre chose, et je me rends compte de plus en plus, que les Congolais sont intelligents, ils sont à l'étranger. Mais je voulais appeler aussi les Congolais qui peuvent faire des commerces. Beaucoup de peuples que je rencontre, ils gagnent des causes à cause du commerce. Même monter simplement des cybercafés, des choses comme cela. Oui, des gens qui ont une entreprise et qui ont le cœur de mettre une partie de leur recette au service de cette cause. Cette cause devient notre cause. Et si nous ne nous attelons pas à cette cause, nous serons toujours les griots de Sassou. Et on croit faire de la résistance, mais ce n'est pas de la résistance. Il est très content qu'on parle de lui. Je ne dis pas qu'il faille plus parler de lui, mais construisons des stratégies majeures qui permettent de faire de notre résistance une réalité
sociale, économique, politique et internationale. Donc, je n'aime pas Sassou. Je ne veux pas faire de lui l'objet de mes énergies. Mais j'aime le Congo. Et je veux que ce Congo entre dans ce qu'on appelle une vraie résistance. Et la vraie résistance oblige même ses partenaires à le quitter. La vraie résistance oblige à créer une sorte d'assemblement, de rassemblement autour d'une cause qui soit la cause de tous. Donc c'est vraiment, j'ai envie d'appeler à la résistance utile. Résistance utile. Quand ta maison est envahie par un serpent, tu ne peux pas faire l'éloge du serpent. Tu ne diras pas aujourd'hui le serpent a changé de chambre. Aujourd'hui le serpent est à telle et à table. Aujourd'hui le serpent, c'est là. Mais tu dois chercher des moyens pour tuer ce serpent. Et je pense que cela est nécessaire à comprendre maintenant. Je pense que cette parabole du serpent dans ta maison doit être resituée à la dimension du serpent dans ton état. Henri Lopez avait chanté avec Bukaka, je crois que c'était Ata Ozali. Soki nkoi akoti na lopango na yo, ozala mokongo, ozala mboshi, c'est pourquoi cela, nkoi akolia yo. Et donc c'est important de savoir que ce serpent, ce nkoi qui entre dans le Congo, si on est toujours là uniquement en train de décrire, de faire ceci ou cela, mais nous ne mettons pas une stratégie synergique pour nous-mêmes et entre nous, Koyango a collé à Bissau. Mais moi, je ne veux pas être mangé par ce colis. C'est pour cela que les moyens que je peux avoir, les réseaux internationaux que ma situation, ma position actuelle me donne, j'ai envie de les mettre vraiment à disposition, mais à la disposition d'une intelligence politique. Si nous-mêmes nous mettons cette intelligence en jeu, nous nous rendrons compte qu'il y a des synergies énormes qui vont s'ouvrir à travers le monde. Mais si nous ne mettons pas cette synergie et qu'on va seulement dire, moi je veux être le président du Congo, moi je veux, j'ai appris la dernière fois qu'il y a des personnes, je crois que c'est les Moubaloukou, qui veulent travailler avec Sassou, ou une sorte de cohabitation, tout cela c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. La réalité, c'est de prendre conscience que nous sommes plus que dans l'implosion, que le Congo va être rayé de la carte et est déjà rayé de la carte. Que les vrais connaisseurs savent que ce Congo n'est là que formellement, mais ce n'est pas irréversible. Et comme ce n'est pas irréversible, j'ai envie de dire, changer de stratégie. Changeons de stratégie. Moi, j'ai les moyens, mais vous en avez aussi. Que ce soit des petits moyens ou des grands moyens, ce sont des moyens. Nous les bénissons. Si ce n'est que votre formation,
c'est aussi cela. Eh bien, donnons la valeur à cette formation. Faisons-le produire des fruits. Si c'est votre foi, eh bien, je bénis cette foi. Mais entrons dans une résistance qui fasse que les moyens, l'intelligence et la foi se mettent ensemble pour tuer le serpent ou tuer le lion, le koi. N'allez pas penser, imaginer que c'est la communauté internationale qui viendra vous délivrer. Non. La communauté internationale est obligée de vous suivre quand vous avez une stratégie logique. Une stratégie qui convainc les autres ou qui les met en danger. Ces animateurs de la communauté internationale. C'est eux qui vont chasser leurs voleurs à la tête de l'État du Congo. Donc l'avenir du Congo est entre nos mains. On entend maintenant. Il y en a même qui disent publiquement dans les réseaux, oui, moi le Congo me paye pour faire le travail de Sassou. Très bien, mais enregistrons cela. Quand le moment sera venu, on mettra en face de lui ce qu'il a déclaré. Et vraiment, j'ai envie d'appeler à une résistance mature, sans avoir peur, sans se dire qu'on ira à l'échec. Non. Si tu n'as pas essayé, comment tu veux parler d'échec? Moi, j'ai bien conscience qu'un seul doigt ne lave pas. C'est pour cela que je reviens toujours à parler aux Congolais. J'ai lu dans les commentaires des gens qui disent « Ah, vous voyez, hein, les avocats congolais, ils parlent seulement, ça se continue de vivre. » Eh bien, si on avait parlé, si on avait éduqué le peuple dans ce sens-là, ça ne mettrait pas à moi. Mais la parole lave tout un peuple. Ce peuple qui n'a pas été informé, qui n'a pas été instruit, qui n'a pas accédé au réveil, a oublié que c'est grâce à eux, à ces hommes et ces femmes, qu'on a vaincu le colonialisme. Et on leur a fait croire qu'ils ne sont pas capables. On a mis ce fameux Ndoko sur eux. Et la pensée est atrophiée. Mais si nous nous mettons vraiment en route, si nous travaillons sérieusement, si chacun met le peu qu'il peut mettre, il ne s'agit pas de tout mettre de votre existence dans la corbeille de cette résistance, ça n'ira même pas jusqu'aux élections. Notre coercition se manifestera à travers notre concertation. Concerter les efforts, les forces, les moyens permettra non seulement de renverser ce système, mais encore plus d'anticiper, de prévoir autre chose pour demain. Parce que si le Congo de demain ressemble au Congo d'aujourd'hui, on n'y arrivera pas. Et la cause congolaise, quand on en parle, j'ai entendu ici en Savoie une personne bien placée qui a été choquée par le fait de savoir que les gens qui ont travaillé n'ont même pas de quoi vivre.
même pas de retraite. Et je me rappelle la réflexion de cette femme qui disait, mais nous, on va les payer. Nous, on va les payer. Imaginez une telle entreprise mise en place. Et elle est réalisable du point de vue de l'État, savoir que je connais. Mais la question qui était posée, mais est-ce qu'on a des gens solides, des gens capables de prendre l'argent qu'on va envoyer pour payer ces gens qui sont des pères et des mères de famille et qui ont travaillé toute leur vie et sont devenus des malheureux. Est-ce qu'il y a des gens debout qui peuvent servir de relais? Donc, vous voyez, la question d'aujourd'hui, c'est la question, sommes-nous le gardien de notre pays et de notre peuple? Et si nous sommes les gardiens, alors réagissons autrement. Mettons la main ensemble pour créer cette main d'association. Travaillons sans dire que nous ne sommes rien, on n'a pas de force. C'est parce que l'autre a empilé des armes qu'il est fort. Justement, s'il ne se défend que par des armes, c'est là qu'il est faible. Si ce sont les armes qui font la sécurité de ce système, c'est que ce système est arrivé à bout. Ce système ne convainc plus. Et ne convainc plus. Ne convient plus et ne convainc plus. Et c'est là vraiment que je dirais, levez-vous, levons-nous. Non pas quand je dis levez-vous, allez dans la rue, allez vous faire tuer, non. Mettons en place des stratégies, synergies, pour que les moyens que nous pouvons rassembler, qu'ils viennent des Congolais, je sais qu'ils n'ont pas l'habitude de le donner, mais qu'ils viennent des États comme le nôtre, peuvent être mutualisés, peuvent être bien organisés. Et il ne faut pas une année pour que ces stratégies synergiques produisent leurs fruits. Je suis disponible pour pouvoir en parler. En parler dans des espaces secrets où ne vient pas ranger la vermine que l'on connaît, où ne vient pas celles et ceux qui sont devenus des vrais paresseux, qui ne se nourrissent que de la corruption organisée par Sassou. Donc, entrons vraiment en résistance, en véritable résistance. Et cette résistance suffira pour renverser le système Sassou et lui-même avec. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine, ensemble pour avancer, pour mieux comprendre comment on devient un grand peuple. Maintenant, le Congo, il transparaît que comme un petit peuple incapable de renverser un brigand à la tête, parce qu'on n'a jamais pris en main le système. Et quand il le prendra en main, je vous garantis que nous vaincrons, car nous sommes forts. Elonga, Elonga, Elonga.